on a vu les points techniques, eh bien, on va démarrer. Je pense qu'il y a des personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure et voilà et je me présente. Alors moi, il y a marqué les Dévalideuses, mais c'est Béatrice Pradillon et je suis cofondatrice des Dévalideuses et je suis aussi, consultante formatrice inclusion et diversité et je suis l'autrice du podcast «Viens te faire dévalider», que j'avais lancé, on va dire en sorte de partenariat, marrainage des Dévalideuses il y a 3 ans. Et je suis ce soir, j'ai le plaisir d'être avec Nadia Morand et Souchina. Alors peut-être Nadia va te présenter elle-même. On sent que je suis pas une professionnelle d'OBS, mais ça a l'air de marcher. Ouais, c'est bon. Puis peut-être que moi, j'ai pas du matos, super non plus, quoi. Oui, effectivement, parfois, il peut y avoir la qualité du casque, mais Non, là, mais je c'est pense que beaucoup c'était mieux, vraiment les vraiment. réglages, je pense que c'était vraiment, les réglages sur, directement sur OBS. Donc on va peut-être reprendre, du coup, les présentations parce que peut-être que tout le monde n'a pas entendu la présentation de Nadia, pour commencer. Ça marche. Donc, rebonsoir à tous. Et, donc, je m'appelle Nadia Morand, je suis sexologue clinicienne, je suis formatrice sur les questions de santé sexuelle et handicap. Et je suis également membre du comité sur la justice sexuelle de la Fédération européenne de santé sexuelle ou sexologie. Super. Et donc, on est avec Souchina Lagouche, qui est l'autrice du livre Une grossesse ordinaire. On le voyait un tout petit peu derrière Nadia tout à l'heure, parce que moi, je l'ai que en version dématérialisée. Voilà, il est derrière. Et qui est sorti donc en janvier 2025. Et qui parle en fait de ton expérience de grossesse. Et on parlait un petit peu du fait, du coup, est-ce que c'était ton expérience de grossesse que tu avais racontée sur les réseaux qui t'avait donné envie d'écrire un livre, ou si c'était l'inverse. Et du coup, je te laissais un petit peu raconter et prendre la parole. Ouais, alors c'est vraiment, grâce aux réseaux sociaux que ce livre est né. En fait, moi, j'arrêtais pas de parler, du fait d'être mère et handicapée, vraiment beaucoup et un jour, il y a Julia Foyce qui m'a invitée, sur France Inter et elle m'a demandé, «Qu'est-ce que vous avez écrit sur le sujet?» Et moi, j'étais là, beh, j'ai écrit 1 million de posts sur, Blue Sky et à l'époque Twitter, hein, et je me suis rendu compte que, en fait, il suffisait de tout regrouper, presque pour faire un livre et que la question, j'avais tellement réfléchi que le livre, il était finalement facile à écrire Mm. et donc il est né comme ça finalement, il est né grâce au réseau et grâce à cette, invitation, radio à laquelle je m'attendais pas du tout. Donc finalement, tu as un petit peu mis tout ce que tu avais déjà mis sur les réseaux sociaux, toutes tes colères, tes coups de gueule, tout ça, toute ton expérience et et tu as fait un livre, quoi. Parce que moi, l'impression que j'ai eue en le disant, c'est que c'était assez clinique un petit peu comme vision, dans le sens où tu as vraiment analysé de façon un petit peu scientifique tout ce que tu avais expérimenté au cours de ton parcours. Et d'ailleurs, c'est très bien dit parce que dès le préambule, c'est même pas un préambule, c'est comment tu as appelé ça? C'est un attention en gros euh, au lecteur qui est dès le départ, où tu dis en gros, le récit que vous apprêtez à lire n'est pas une leçon de vie et ce récit ne se veut pas inspirant. Donc, t'es clairement pas là pour romantiser ton expérience, pour te créer un personnage ou quoi. T'as raconté purement et simplement ce qui t'est arrivé avec voilà, un côté un petit peu décortiqué comme ça dans le détail. Et voilà. Et du coup, je voulais savoir un petit peu voilà comment t'avais, c'est quoi un petit peu le process selon lequel t'es revenu sur ta propre histoire parce qu'il y avait quand même des passages qui pouvaient être un petit peu douloureux. Voilà, comment t'es revenu un petit peu là-dessus pour faire ton travail d'écriture. En fait, tout ce que j'ai écrit dans le livre, je l'avais tellement réfléchi, pensé des millions de fois dans mon esprit, que finalement, j'ai envie de dire, il était déjà écrit Mm, et heu et c'est venu très vite et même les passages les plus durs, en fait, ils sont sortis assez facilement. Il y avait, quelque chose quand même d'assez cathartique mm, et moi, je me disais: «C'est un livre dans lequel je veux dire la vérité, je veux que d'autres personnes puissent savoir ce qui peut se passer, de moche, mais aussi de bien, avec ces parcours de grossesse».
parce que moi, il y a le fait que je sois handicapée et que j'ai voulu mener, une grossesse, hein, et aussi le fait que j'ai vécu beaucoup de fausses couches, dont j'ai pas parlé pour le coup, publiquement, à l'époque où elles se sont passées, Mmh mh. parce que j'avais honte et après coup, je me suis dit: «Mais, il faut pas qu'on ait honte de ça» et je me suis dit: «Il faut en parler et il faut que, les personnes ne restent plus avec leur honte comme ça, quoi. C'est pas normal, quoi». Mmh. Et je trouve ça vraiment bien d'en parler parce qu'effectivement, c'est Oui, il y quelque a chose. vraiment Mmh. Vas-y, vas-y. pardon. Non, il y a vraiment cette envie, j'entends, de changer les représentations, de contribuer, en fait, au changement des représentations, justement, et de sortir des représentations validistes Mmh. et de proposer vraiment quelque chose de vrai, non pas pour faire de l'inspiration porn pour les valides, mais surtout pour pouvoir aussi avoir quelque chose, qui appartienne à la communauté KIP, en fait. Mmh. C'est juste? Bah, totalement, enfin, moi, j'avais envie d'écrire le bouquin qui m'aurait servi, avant ma grossesse, et donc ouais, clairement, il est destiné d'abord, aux femmes handicapées qui ont un désir d'enfant, et qui hésitent, qui ont peur, qui savent pas à quoi s'attendre, et puis aussi, bah, à d'autres femmes qui s'interrogent sur leur désir d'enfant et bien sûr aux femmes qui ont connu, les fausses couches également, quoi. Je comprends et c'est pour ça que du coup le thème de ce soir pour, recentrer un petit peu, on a envie de partir un peu de ce livre que tu as écrit, et en fait de venir parler d'handiparentalité parce que c'est un sujet qu'on n'a pas souvent abordé. Je parle dans notre travail mi-temps avec les dévalideuses et plus largement, c'est pas quelque chose qui est très, très abordé, le sujet d'handiparentalité en général. Et en fait, bah, pourquoi on a un mot spécifique pour le fait d'être parent et handicapé? C'est parce qu'en fait, bah, c'est une expérience qui est bien spécifique et qui se trouve un petit peu, au mélange et au croisement voilà, de différentes formes d'oppression et on y trouve, bah, du validisme, on y trouve de la grossophobie, on y trouve du sexisme et tout ça un petit peu, mélangé, voilà. Ça vient faire, voilà, ce concept d'handiparentalité et en fait, ce que les personnes, extérieures à ce sujet n'ont pas forcément en tête, c'est qu'en fait, quand on a envie de devenir parent et qu'on est handicapé, souvent, on doit franchir, bah, bien plus d'obstacles, que les parents, dits valides, hein. Quand je dis valides, c'est au sens large, bien sûr. C'est-à-dire que les parents handicapés, ils font face à un faisceau de préjugés. On va douter en fait de leur, capacité à pouvoir mener à bien, ce projet de parentalité, à pouvoir mener à bien la grossesse, à pouvoir, vraiment, incarner ce rôle de parent, à pouvoir, protéger, élever l'enfant et en fait, du coup, le droit à l'parentalité, il est encore perçu comme une exception, voire une transgression pour les personnes handicapées et cette suspicion sociale, elle s'enracine donc dans une longue histoire, bah, de validisme, hein, où les corps et les esprits qui sont jugés hors normes, ils ont été privés de leurs droits fondamentaux et c'est que très récemment, dans le milieu militant, dans le débat public, en fait, que l'handiparentalité a commencé à émerger et de façon encore assez timide et souvent portée, bah, par des personnes concernées, par des associations antivalidistes. Et donc, il y a énormément de choses à dire sur l'handiparentalité et c'est pour ça que depuis des mois, j'avais ce ce projet live Twitch avec Sushina, qu'on a dû reporter maintes fois et qu'on arrive en fait à faire ce soir. Parce que je trouve que c'est un sujet, hyper essentiel parce que, dans la grande famille des personnes handicapées ou, dans une perspective, antivalidiste, on ne va pas hiérarchiser les handicaps, tout en sachant bien sûr qu'on a des vécus très différents. On va avoir dans notre expérience de parents handi, des choses, un vécu commun finalement qu'on va rencontrer et c'est ce dont on va parler ce soir. Ça va être le sujet un petit peu de voir, quelles sont, à la fois, voilà les spécificités en fait du parcours quand on est, futur parent ou parent handicapé. Qu'est-ce qu'on va trouver sur notre chemin? Parce qu'on sait qu'on va trouver par exemple du manque d'accessibilité, mais on va aussi trouver, bah, des difficultés d'accès aux soins, notamment, en santé sexuelle et reproductive. On va se rendre compte que finalement, il y a un gros défaut d'éducation affective et sexuelle qui est le cas pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes handies, encore plus quand elles vivent dans un milieu institutionnalisé et fermé.
et il y a une grosse absence en fait de soutien, de réseau de soutien, d'accompagnement de tout ce qui est parentalité handi. Donc voilà, être parent handi, c'est devoir composer avec tout ça et on va venir approfondir un petit peu ce sujet, ce soir avec vous et je vais essayer de temps en temps de regarder, le chat. C'est vrai que c'est pas forcément facile, encore une fois, je ne suis pas, je ne suis pas encore hyper à l'aise sur l'exercice du live, mais en tout cas, merci. Je vois qu'il y a des petits messages de personnes, qui arrivent et donc merci beaucoup. J'ai une première question, Oui. c'est je m'excuse de ma question, mais pourquoi avoir honte d'une fausse couche? Je comprends, peut-être que je ne comprends pas ce qu'est une fausse couche alors. Donc voilà. Alors la personne demandait pardon, tu peux répéter? Pourquoi avoir honte d'une fausse couche? Ah! Alors ouais, je pense que moi c'était, lié à mon handicap. C'était, mince, mon corps a encore foiré. En fait, toute notre vie de personne handicapée, on nous présente notre corps comme déficient, défaillant et on lutte tous les jours contre ça et donc moi, en préparant ma grossesse, je m'étais dit: «Beh, voilà, moi je vais être méga fertile, je vais tomber enceinte dans les 2 mois, ça va super bien se passer» et là, bam, beh, j'enchaîne les fausses couches Mmh. et donc moi, je l'ai vraiment vécu comme, mon corps est encore une fois merdique, et je savais pas d'où ça venait. On n'a jamais su d'où ça venait. Est-ce que c'était encore une conséquence de ma maladie ou pas? Et on n'a jamais su et ouais, c'était encore une raison de me défier de mon corps et donc c'était difficile et puis je pense que, heu, quand on est handicapé, on peut avoir honte malheureusement de beaucoup de choses et on doit lutter contre ça et donc c'était une raison, de plus d'avoir honte de moi et de mon corps malheureusement. Mmh. J'ai envie de dire que malheureusement, c'est Ouais, vrai que on du voit dans ton mmh, livre, il y a vas-y. Mmh. je suis désolée, ça lag en fait, Oui, j'ai oui, un donc temps de on retard par commence à se rapport à parler en toi, même temps. Rabia. En fait, du coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plusieurs choses qui se surajoutent et qui ramènent, dans ton livre, on voit plusieurs fois ce pattern de la culpabilité en fait, mais qui n'est pas dû à toi en fait, qui est dû à la société qui ramène déjà la culpabilité aux femmes, aux parturientes ou aux mères, plus cette question de, soupçon de culpabilité du fait du handicap ou du surhandicap. Ouais, mais totalement, enfin, comme tu dis, c'est la société, qui nous habitue à nous excuser, de tout, tout le temps et nous excuser aussi d'être handicapés, tu vois? Et c'est une chose contre laquelle je pense on essaie, de lutter, mais qui revient régulièrement. On a l'impression qu'on dit souvent pardon même d'exister, heu et c'est pas facile d'apprendre à ne plus être désolé et d'apprendre à ne plus culpabiliser, quoi. Et je pense que la culpabilité, d'une manière générale, c'est un truc qui est déjà effectivement, comme je disais, très attaché à la femme, au rôle Mmh. de mère, au rôle de parent. On a une espèce de culpabilité qui ne lâche pas, mais encore plus quand on est handi, d'autant que, il y a beaucoup de choses qui sont, voilà, qui sont liées à la fois, bah, à la grossesse et comme tu dis, la peur d'avoir le corps qui foire. Moi, par exemple, la culpabilité, je l'ai sentie, plus, ces dernières années. J'ai jamais vis-à-vis uniquement, je parle de mon handicap, pas de mon rôle de mère en général, parce que là, on pourrait y passer 3 jours, mais je parle vraiment juste vis-à-vis de mon handicap. Parce que moi j'ai un handicap, auditif. On ne parle pas spécifiquement de handicap quand on démarre parce qu'ils sont pas forcément visibles. Moi j'ai un handicap, auditif, donc je suis, à moitié sourde depuis des 2 côtés, depuis que je suis toute jeune et j'ai toujours eu cette peur un petit peu de transmettre ce Mmh. handicap. Ensuite en faisant un travail justement sur mon validisme intériorisé au sein des dévalideuses, maintenant j'ai complètement accepté mon handicap et du coup j'ai dépassé ces peurs. Mais en fait c'est ce côté-là du handicap et de la maternité revient différemment. C'est-à-dire que mon fils a des problèmes auditifs liés à des otites répétitives et il y a beaucoup de gens autour de nous avec qui on en parle régulièrement parce qu'il s'est fait opérer et cetera des oreilles
Et de fait, il y a souvent des réflexions du style: «Ah, il faut faire attention, il faut suivre, il risque de devenir sourd, il risque d'avoir des problèmes de surdité». Et les gens sont très effrayés, en fait, et des fois ça me met mal, parce que j'ai l'impression qu'ils sont effrayés qu'ils deviennent comme moi. Et ça, c'est un petit peu des fois, c'est un petit peu douloureux, ça vient toucher un peu des points sensibles de dire en fait, moi je pense que je serais justement, bien capable d'aider et d'accueillir, mon fils s'il avait le même handicap que moi et de l'aider parce que j'ai vécu ça. Et d'un autre côté, il y a plein de gens qui ont peur qu'ils deviennent comme moi. Et ça, c'est un côté aussi, je dans les préjugés qu'il y a, vis-à-vis des parents handi, il y a cette espèce de truc de, on pourrait transmettre son handicap, on pourrait transmettre sa maladie, Mmh. alors que ça ne concerne qu'un pourcentage réellement faible des handicaps et maladies en général, mais il y a ce côté-là et aussi quand de bien même mmh, et quand bien même, en fait, tout à fait, mais il y a ce et quand bien même on préjugé-là, en fait. transmettrait le handicap. Mais complètement. Mais il y a beaucoup, voilà, de préjugés qui viennent culpabiliser, en fait, rajouter une couche de culpabilité sur les parents handis, heu, aussi parce que je pense que les personnes handis sont perçues, en fait, comme des personnes, des sujets de care. Et en fait, de passer de: «Je suis un sujet de care, je reçois du soin», à: «Je deviens une personne qui va prendre soin de quelqu'un d'autre». En fait, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, en fait, à faire un petit peu le truc de: «Oui, on peut tout à fait être sujet de soin et Mmh. on peut tout à fait s'occuper en fait, d'une tierce personne, on peut tout à fait prendre soin d'une autre personne. Et ça, toi, tu l'as ressenti ce côté-là, justement de ce qu'on vienne mettre en doute ta capacité à prendre soin ou à être un parent extérieurement, que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue des soignants? Ouais, totalement, bah, en fait, ce que je raconte, c'est que, ça, on l'avait bizarrement pas trop ressenti, pendant ma grossesse, parce qu'on avait une équipe médicale qui globalement était chouette, mais et donc on l'a pas trop vu venir et enfin, je me dis: «C'est dingue d'être handicapée depuis si longtemps et d'être aussi naïve» et en fait, moi, donc j'ai eu une césarienne, j'étais endormie et pendant que j'étais endormie, une assistante sociale est venue me voir mon mari en mode, «Vous êtes au courant que votre femme est handicapée? Comment vous allez faire pour vous occuper de l'enfant?» et tu vois? Mais comme si on n'y avait pas réfléchi, depuis des lustres et comme si, beh, d'un coup, on découvrait que pouf, j'étais handicapée, Ouais. et et voilà, il y a eu plusieurs épisodes de ce genre, hein, depuis que ma fille est née, et c'est assez déprimant parce que, on a l'impression que quoi qu'on fasse, enfin, quoi que je fasse, enfin, tous les parents handicapés, j'ai envie de te dire, jamais on sera d'assez bons parents et même si les gens ont la preuve irréfutable, que nos enfants vont bien, ils vont chercher ce qui cloche, dans, le fait qu'on forme une famille, hein, Mmh. parce que pour eux, c'est pas possible que ça se passe bien. C'est juste inenvisageable, quoi. Je comprends. D'ailleurs, il peut Ouais. y avoir, Comme le dit mmh, une personne vas-y. dans le chat, Mmh. je suis désolée vraiment. Non, mais c'est pas grave. Il y a Thomas 6973 qui nous dit: «Il faudrait que la France a passé dans le modèle social du handicap». Et c'est vraiment, la question en fait, c'est d'arrêter d'être, accroché à ce modèle médical, Mmh. dans lequel, le enfin, la condition physique dans laquelle on est ou psychique est l'alpha et l'oméga de c'est ce qu'on va pouvoir ou ne pas faire ou ne pas faire dans nos vies, au lieu de vraiment mettre le focus sur, comment accompagner, comment aider, Mmh. comment rendre accessible, la parentalité en permettant un maximum d'autonomie et un maximum de comment dire? D'indépendance. C'est ça. Et rappelons toujours que, Mais en même temps, mmh, on est en train d'y mmh, aller. tout à fait. Pardon. Voilà, tout doucement, on est en train d'aller sur des structures, par exemple, comme les SAPTM qui sont toutes jeunes, mais et qui permettent des accompagnements qui permettent, justement d'adresser cette question-là. Mais pour l'instant, c'est des structures qui ont encore très peu de moyens, Mmh. et qui peuvent être prometteuses.
Et d'ailleurs, quand on parlait de reconnaissance toute jeune de l'antiparentalité, c'est qu'en fait, la maison départementale des personnes handicapées, les MDPH, qui donc, sont chargés enfin de récupérer les dossiers et d'accorder des statuts, d'accorder des droits aux personnes handicapées, ce n'est que tout récemment que parmi les droits accordés, on a des aides allouées à la parentalité. Parce qu'auparavant, il y avait des aides pour soi-même, pour son quotidien, mais Mmh. pas son quotidien en tant que parent, où ça demande des aides spécifiques. Et ça, c'est vraiment Ouais. tout récent pour montrer à quel point, en fait, les personnes handicapées n'étaient pas du tout considérées dans le champ de la parentalité avant. Bah, ouais, c'est 2020. En fait, ça a Ouais coïncidé et avec par les rapport à ça Mmh. pardon, vas-y. pardon, vas-y Sushina. Oui, non, pardon, je disais, ça a coïncidé, en fait, avec la naissance de ma fille. Donc pour le coup, ça a été, une aide, immense, et ça aurait été difficile, et très coûteux financièrement, de faire sans ces aides. Donc effectivement, les parents, qui sont passés avant, en ont bavé, quoi. Et Alors, justement par rapport à ça, je pense que c'est vraiment important de souligner le travail, on pa on utilise depuis tout à l'heure le terme antiparentalité, ça me semble vraiment important de rappeler le fait que ça a été une association pendant très Mmh mh. longtemps. tout à fait. Pendant plus de 15 ans, il y a eu cette association antiparentalité à l'initiative, notamment de Florence Mais je ouais. Mejbauer, Mmh. et justement, grâce à son travail, notamment, il y a eu l'avènement de cette PCH, parentalité. Donc PCH pour, prestation de compensation de Mmh. handicap spécifique à la parentalité. Alors, ça va être difficile de mettre des liens dans le chat ou quoi, parce que l'association a cessé son activité en 2025. C'est tout à fait dommage. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a d'autres associations similaires qui ont vu le jour entre-temps, mais parce qu'en plus pendant des années, en fait, j'ai l'impression que l'handiparentalité a fonctionné surtout sur le soutien des pères, sur la père aidance comme je n'obtiens pas des infos de soignants, d'accompagnants valides, et cetera, on va aller chercher des infos auprès des pairs. C'est ce que tu as fait, toi aussi, Sushina, il me semble que tu allais sur les forums, sur les trucs comme ça pour trouver des infos, pour savoir comment faire parce que c'est finalement, on a un petit peu perdu. Moi, je m'étais renseignée sur, tout ce qui est, accompagnement de sage-femme, et cetera. Il y avait un documentaire, sur, un service spécifique à Paris où ils expliquaient qu'ils sont spécifiquement le seul service en France qui fait tout l'accompagnement périnatal, et cetera, pour les femmes handi. Et là, j'étais un petit peu genre, vraiment, c'est le seul en France. Donc, il y a vraiment assez peu de soignants. D'ailleurs, il y a un passage particulier du livre où tu dis que tu connais des personnes, peut-être justement via ces forums, et cetera, ces réseaux de père aidance, qui ont dû déménager pour envisager des projets de grossesse. Ouais. Ouais, tout à fait, et on a eu les mêmes ressources, hein, et voilà, moi j'ai rencontré, cette, sage-femme avant de lancer ma grossesse, qui s'appelle Béatrice Hilliard Chamois, Mmh. et qui est, elle-même, handicapée, qui a une consultation à Paris la non, pas la Salpêtrière, Montsouris, à l'Institut Montsouris, et qui m'a, encouragée à poursuivre mon projet, donc c'était chouette. Mais c'était une ressource, rare, hein, et effectivement, mais moi j'ai trouvé après coup, des groupes de personnes avec ma maladie, avec des femmes, qui avaient eu, des enfants, et il y avait aussi un handiparentalité où j'ai contacté une personne avec la même maladie que moi, et qui a pu me rassurer, me donner des tuyaux, et cetera. Et donc ouais, c'est vachement passé par la pareiddance. Entre nous, on se contacte, on se donne des tuyaux, on se renseigne sur la réputation, des maternités, parce qu'il y a des maternités où on sait que, c'est mort pour avoir un suivi. Il y a des maternités, où les gens, sont moins validistes, et donc on se donne ce genre de tuyaux, et ouais, effectivement, il y a des fois où les gens doivent parcourir, des centaines de kilomètres,
pour avoir un suivi ou alors carrément déménager. Et c'est le truc chouette avec le fait d'avoir écrit ce livre, c'est que, bah, je reçois, plein de témoignages et on peut échanger et on se rend compte qu'on vit des choses similaires. On a pas mal de réactions dans le chat. Il y a une personne qui parle d'accompagnement pluridisciplinaire indépendant, en gros de dire que, il y a beaucoup d'accompagnement qui pourrait se faire à domicile et c'est là que je voulais dire tout à l'heure, en fait, c'est important de rappeler pour les personnes qui nous regardent que, pour une personne handi, vivre en autonomie, ça veut pas dire vivre indépendant. Ça veut pas dire vivre sans aide. On peut vivre en autonomie en ayant, un accompagnement matériel, un accompagnement humain et financier qui nous permet justement de subvenir à tous nos besoins et d'avoir justement cette autonomie dont on a besoin, notamment quand on est parent handi. Et le but, c'est d'avoir une aide qui soit réellement aidante et qui soit pas intrusive. Donc il faut aussi des soignants qui respectent notre intimité, qui respectent cette distanciation dont on a besoin aussi pour construire sa nouvelle famille, pour prendre son rôle de parent, qui ne viennent pas faire les choses à notre place, mais qui viennent vraiment accompagner. Et ça, je pense que c'est vraiment, super, super important Ouais et et justement, c'est mmh, là où des associations comme, enfin des associations, des dispositifs comme les CAP Parents, donc qui sont Ouais, les SAPPH, donc les services d'accompagnement à la parentalité des personnes handicapées, qui sont en train de voir le jour un peu partout, en France, pour l'instant en France hexagonale. Donc là, on peut voir vraiment qu'il y a aussi un vrai problème de discrimination sur la prise en compte des personnes handicapées racisées, heu, hors de la France, hexagonale. Hem Et puis il y a également, bah, comme tu le disais, donc à l'initiative de cette gynécologue, de cette sage-femme pardon que tu avais rencontrée et qui t'avait, suivie, Souchina, donc ça a essaimé et aujourd'hui il y a dans chaque région hexagonale, il y a, des centres, aussi, handigynéco qui ont une mission d'aller vers et qui permettent, à des personnes, handies de bénéficier de soins, gynécologiques, mais là encore très fortement sous-dotées mmh. et mmh. dans des conditions qui ne satisfont pas pleinement, à la fois les bénéficiaires et les sages-femmes également qui exercent, dans ce programme-là. Tout à fait et d'ailleurs, en termes d'accompagnement, il y a effectivement des grosses difficultés parce que alors, à la fois, il y a un manque d'accessibilité vraiment, des lieux de soins, du matériel de soins. J'avais vu à la fois dans enfin, dans des reportages où parfois c'était la personne accompagnante qui doit, mettre en place la personne et cetera, pour la Ouais, disposer prête pour l'auscultation parce que les soignants ne savent pas comment faire. Donc on se retrouve dans des situations, voilà, où les soignants ne sont pas habitués déjà, à avoir une personne handicapée dans leurs locaux, n'ont pas, ne serait-ce que, voilà, une salle d'auscultation réception. qui est voilà, une salle Mmh mh. d'auscultation qui est réellement adaptée. Mais il y a aussi, tout ça en fait vient s'inscrire d'une manière générale, dans une dynamique où, on a un hôpital public, qui est complètement, en crise actuellement, et les maternités sont en crise et notamment j'ai vu Souchina il y a quelques semaines, tu avais partagé un post sur Blue Sky, qui dénonçait qu'en fait, il y a 10 départements français qui n'ont pas de maternité et que 75 des maternités ont disparu en France en 50 ans. Donc je vous laisse imaginer que déjà, pour les femmes en général, il y a une vraie disparité qui se crée selon l'endroit où on vit. On peut Mmh. être à 1 heure, ou plus, de la maternité la plus proche. Mais quand en plus, on est handicapé et qu'on ne peut pas aller dans n'importe quelle maternité, ça Ça. devient extrêmement compliqué en fait de trouver finalement ne serait-ce qu'un endroit où on peut être suivi, tout le long de son parcours finalement. C'est ça parce que, quand on entame, une grossesse, avec un handicap, physique, on doit souvent être suivi dans les grosses maternités. Je crois que c'est les types 3, elles sont classifiées comme ça. Niveau 3. Ouais, c'est ça, ouais et ça, il y en a pas partout et du coup, notre choix, se réduit, de manière drastique. Moi, j'étais suivie dans l'unité des grossesses, à risque, de Bordeaux, hein.
Et donc j'ai la chance, d'habiter, près de Bordeaux et d'avoir des moyens de transport. Mais effectivement, en plus, tu vois, ça fait boule de neige, quoi. Parce que quand tu es handicapé, tu as aussi moins de moyens, parce que tout coûte super cher. Ta voiture coûte cher, tout coûte cher. Et donc tu es encore plus, discriminé parce que tu habites pas forcément dans une grande ville, parce que tu as pas forcément un transport adapté, parce que tu as pas forcément moyen de rejoindre ce suivi-là, qui est, de plus en plus, restreint, et difficile à trouver, pour les personnes valides et encore plus pour les personnes handicapées, quoi. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de santé derrière, déjà de je sais pas si un jour on pourrait avoir effectivement, de militer, de mettre en place quelque chose pour militer, pour vraiment avoir un accompagnement pluridisciplinaire, qui soit, sur tous les territoires pour les personnes handy. Déjà, ce serait absolument ce serait absolument incroyable et aussi d'avoir, vraiment, voilà, une vraie reconnaissance, de l'handiparentalité en soi. Ouais Et je et voulais vas-y. excuse-moi, désolée de te couper, j'ai envie de dire un accompagnement pluridisciplinaire qui ne soit pas validiste. Tout à Parce fait. que dans nos maladies, on a des accompagnements, pluridisciplinaires, et parfois il y a des professionnels très bien et parfois tu as des personnes qui véhiculent les pires préjugés, et ça aussi c'est pas évident que parfois on a un suivi, mais ce suivi est tellement pourri, que finalement, on n'en veut pas. Bah, Et donc ça aussi c'est je compliqué, quoi. comprends. Mmh. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur un passage de ton livre, qui m'a beaucoup marquée justement parce que, quand je suis en formation, en conférence, on parle de la question, donc des problématiques qui sont spécifiques aux femmes et aux minorités de genre handi. On parle en fait de ce qu'on appelle la contre-injonction à la maternité. C'est-à-dire que les femmes valides ou perçues comme valides, elles vont avoir cette sorte de pression sociale à avoir un enfant et en fait, les femmes handies, en tout cas, visiblement handies, socialement handies, elles vont avoir des contre-injonctions, c'est-à-dire, à défaut, on va pas se prononcer, mais pire, on va leur déconseiller, d'avoir des enfants et du coup, il y a un petit passage de ton livre comme ça de violence, médicale où tu racontes que tu as 9 ans et que tu es sur une table d'auscultation pour ton suivi et cetera et à 9 ans, tu sais pas encore ce que c'est que d'être parent, tu as pas encore, projeté ta vie à 9 ans mais les médecins parlent de toi comme si tu étais pas là et disent: «De toute façon, avec sa maladie, elle n'aura pas d'enfant» et en fait, toi, tu as intégré ça dans un coin de ton cerveau, genre: «C'est OK, les gens ont décidé pour moi à 9 ans, ce qu'allait être ma vie» et je trouvais que c'était d'une violence ce passage, vraiment de dire, voilà, de considérer que c'est nul et non avenu et en fait, de même pas, bon, déjà de parler de toi à la 3e personne alors que tu es enfant et cetera et voilà, tout le contexte, en fait, de cette scène est absolument atroce et c'est ce que vivent malheureusement, bah, beaucoup de personnes, handies dans les cabinets médicaux. Ouais et je pense encore aujourd'hui, tu vois, il y a encore ce truc de nous considérer, comme, des objets, comme, des objets qui n'ont pas leur mot à dire, et plus encore, j'ai envie de dire que les personnes valides. Mmh. Déjà les femmes sont souvent infantilisées par le corps médical, surtout quand elles sont enceintes. Mais nous, personnes handicapées, je pense que c'est encore plus le cas. Et il y a ce côté, le corps est malade, le corps, encore une fois, est déficient, donc on va décider pour la personne et on va faire comme si elle n'était pas là. Jusqu'à, tu vois, certaines parfois on est des cobayes, quoi, tu vois? Moi j'ai vécu des opérations chirurgicales où les chirurgiens étaient super contents de tester des nouvelles techniques qui étaient pas encore tout à fait, voilà, approuvées et contents d'avoir des corps qui sont déjà bousillés et qui bousillent encore plus et où, bah, la douleur finalement c'est pas grave parce que, c'est une personne handicapée et on peut pas bousiller plus qu'il est déjà bousillé, tu vois? Dans l'esprit des médecins, il y a un côté comme ça et j'espère que ça s'est atténué, tu vois? Mais j'en suis pas certaine non plus, quoi. Mmh. Oui, puis ça pose vraiment la question au-delà, enfin, il y a déjà la question du consentement, mais vraiment, en tout cas, la question des différents rapports de pouvoir et vraiment cette question de quand on est enfant, handi, Ouais, sexisé,
et racisés aussi, enfin pour mon cas par exemple, il y a vraiment ce truc de, on est tout en bas de l'échelle du pouvoir, quoi. Mmh. Et quand on rajoute en plus cette notion de groupe dans la scène que tu décris, moi ça m'a vraiment, ramené à des choses que j'ai vécues, gamine, quoi. OK, il y a le professeur qui arrive dans la chambre avec ses 10 internes, heu et vraiment, enfin voilà, on peut se poser vraiment la question de à qui bénéficie ce moment, en fait? Est-ce que ce moment, il est au bénéfice de la patiente ou est-ce que ce moment, il est au bénéfice des étudiants? Mmh. Heu et et il y a et c'est pas quelque chose qui était, en tout cas, j'espère, comme tu comme tu dis, j'espère qu'aujourd'hui c'est mieux. Mais en tout cas, il y avait vraiment, pas forcément cette prise de recul sur, et cette prise de conscience, de la prise de pouvoir sur les patients, patientes, quoi. Alors, je voudrais faire des petites lectures de choses qui se passent dans le chat parce qu'il se passe beaucoup de choses et je suis désolée, j'ai pas le temps de Oui. tout lire. Il y a une personne qui a dit un truc intéressant, Aurélie, qui dit, «Ce serait bien, quand on parlait de reconnaissance de l'handiparentalité, une reconnaissance des familles handi comme concept aussi avec des enjeux spécifiques, c'est-à-dire des familles avec plusieurs personnes handi». Oui, effectivement, vivre avec, plusieurs personnes handi au sein d'une même famille, il y a tout un tas de choses et de dynamiques et ça aussi c'est important d'en parler, d'être soutenu. Et il y a, Studio Dodu qui nous dit: «Bonjour, je trouve que le manque d'accessibilité des soins nous empêche ne serait-ce que d'envisager la parentalité. Les violences médicales heu, qu'on subit» je vois pas toute la phrase, «par manque de formation et par hiérarchie sociale nous éloignent très vite de ce projet». Alors, tout à fait et aussi je tiens à rappeler qu'effectivement, on parle beaucoup de violences médicales, validistes, mais ces violences médicales, elles sont encore plus violentes, quand on est racisé, quand on est LGBTQIA+, et cetera et quand on se retrouve au croisement de différentes oppressions, quand on est une personne grosse et cetera, il y a énormément de violences médicales et donc de fait, quand on se retrouve, d'être à la fois handi et racisé, handi et LGBTQIA+, et cetera. On peut vivre vraiment des violences absolument terribles dans le milieu médical et d'ailleurs moi, c'est mon micro acte de résistance, j'ai arrêté de parler de maltraitance médicale ou de maltraitance en général parce que, j'ai découvert par mes lectures que souvent on utilise maltraitance, comme mot pour justement, enlever un peu du poids de la violence quand il s'agit de parler justement de groupes minorisés. Alors du coup, on parle de maltraitance parce que du coup, ça fait un petit peu loin, mais ce sont des violences médicales Mmh. et c'est important, voilà, c'est important de le rappeler. Et ouais, effectivement, enfin, tu vois, moi, je me suis rendu compte de ça. Je suis blanche, je suis dans un milieu social, voilà, plutôt, aisé, on va dire. Je suis, CSP+, et j'ai pris un tas de trucs, assez durs dans la gueule, hein, et effectivement, ouais, je pense à toutes les personnes, bah, qui sont en couple où les 2 sont handicapés. Moi, mon mari est valide, et clairement, il faut pas se le cacher, ça aide. Je pense aux gens qui sont, racisés, qui sont LGBT et je me dis: «Comment ils font? Comment ils font pour accéder à la parentalité?» Ils ont pas tous ces avantages que moi j'ai eus qui m'ont permis, d'accéder à mon projet et ouais, donc ces personnes-là, je pense que très souvent elles sont bloquées, tout simplement et que ça arrive, beaucoup plus souvent qu'on ne le souhaiterait, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, il y a une personne qui a tagué dans le chat en disant: «Quand on est une personne grosse, je confirme la violence de certains discours». Et Mmh. effectivement, j'ai aussi, une proche qui est grosse, qui était dans un parcours, pour avoir un enfant et à Ouais, un moment donné, pour accéder à certains soins, en fait, c'était vraiment une condition de poids. C'est on vous demande de perdre du poids, sinon vous n'accéderez pas à la maternité. Et je ouais, faut trouve, en être fait, que c'est d'une violence absolument insoutenable et c'est pour ça que dans les combats antivalidistes, il y a les combats, qui sont, anti-grossophobes notamment dans le milieu médical parce que être, une personne grosse, ce n'est pas un handicap, mais par contre, on est traité et les discriminations qu'on subit, ce sont des mmh, discriminations validistes. C'est-à-dire qu'on est traité, parce que notre corps, ne rentre pas dans les normes qui sont socialement acceptées et on va être traité, en fait, d'une certaine manière par la société, notamment par le corps médical, selon des normes validées. Et d'ailleurs, il y a des choses aussi il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée, tu vois, qui m'ont fait réfléchir
dans ton livre, Sushina, par rapport aux normes validistes, en fait, dans le soin et ça m'a vraiment beaucoup, amenée à réfléchir parce que tu disais qu'il y a pas mal de fois où, en fait, on allait justement, te traiter durant la grossesse suivant les normes validistes de une femme, blanche, hétéro-valide de poids moyen, ça se passe comme ça pour elle et du coup, on applique ça à tout le monde et par exemple, pour un truc tout bête, la prise de poids, en fait, la prise de poids durant la grossesse, tu avais fait une réflexion là-dessus, dans ton livre, alors j'ai plus les mots exacts, qui disait qu'en fait, finalement, on t'a donné des objectifs de poids qui n'étaient absolument pas ceux d'une personne dans ta condition avec déjà ton sous-poids et ça t'a limite mis en danger et tu disais, en fait: «Mais les questions de poids ne sont pas les mêmes pour une personne suivant le handicap, la condition et tout ça». Ouais, en fait, ce qui est, piège, c'est que, soit le personnel médical ne prend en compte que notre handicap et néglige tout le reste, ou alors le contraire. Le personnel médical va nous traiter comme des personnes valides et appliquer une grille qui est innée, dans tous les cas pas valable du tout. Et il y a pas ce juste milieu, tu vois? Prendre en compte le handicap et en même temps voir les autres aspects. Et donc ouais, pour le poids, moi, ce qui faisait peur, aux médecins, c'était que je prenne trop de poids pendant ma grossesse. Et en fait, j'ai pas pris assez de poids et donc j'ai commencé ma grossesse, je faisais, 38 kilogrammes et ma fille est née, j'étais à 34 kilogrammes et ça m'a mise en danger, voilà, dans ma santé. Après, j'ai eu 1 an où j'ai eu plein de problèmes de santé et j'arrivais pas à reprendre du poids et ma fille était aussi un tout petit poids, tu vois, dans mon ventre et à la naissance et parce que ouais, je pense qu'il y a cette peur aussi, assez grossophobe, tu vois? Des Mmh. femmes pendant la grossesse, il faut pas qu'elles prennent trop de poids, ça va être terrible et cetera et on oublie que l'inverse peut se passer. Alors, je sais pas si ça se passe plus avec le handicap. Moi, en tout cas, voilà, j'ai pas pris assez de poids et ça n'a pas du tout été questionné. Même moi, je m'en suis pas inquiétée d'ailleurs. Hem et ouais, alors qu'en fait, tu vois, des compléments alimentaires auraient pu, être prescrits et cetera. Donc c'est vrai que Mmh. les femmes avec ma maladie doivent faire aussi attention à ça, quoi. Et par rapport à ça, justement, à ça, il y a vraiment, tout ton récit et vraiment, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ton livre et et pour, les détails dans lesquels, tu rentres justement sur ces aspects. Je voudrais rappeler qu'en ce moment, il y a une enquête nationale qui est faite par, l'association, Stop Vogue, donc Stop aux violences obstétricales et gynécologiques, sur le consentement, en gynécologie et je pense que c'est vraiment important, bah, déjà pour tout le monde, pour toutes les personnes, concernées par les examens en gynéco de répondre à cette enquête et en particulier, je pense que c'est vraiment important pour les personnes handies, d'y répondre, et pour avoir comment dire? Une visibilisation justement des spécificités de nos accompagnements et de nos vécus, Mmh. heu, qui d'habitude passent très souvent sous les radars, en fait. Justement enfin, dû à plein de biais, sur les études, à la fois en santé publique et en sociaux. Et du coup, voilà, ce genre d'opportunités, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse les prendre pour que, nos vécus soient pris en compte et que les choses puissent bouger. Tout à fait et j'allais dire, là, on a pas mal parlé de l'accompagnement, durant la grossesse, qui est une partie quand même, extrêmement importante. Il y a aussi, bah, il y a tout ce qui est l'avant, c'est-à-dire, comment se passe quand on est une personne, une femme ou une minorité de genre handi et qu'on annonce, un projet de grossesse ou une grossesse, comment ça se passe, socialement? Hem, il y a des personnes, de mon entourage qui dans les réseaux militants et cetera, qui avaient raconté que malheureusement, à l'annonce d'une grossesse, souvent le soignant, orientait en fait, vers un IVG en fait, les femmes handicapées et et ça peut paraître, extrêmement choquant. Moi, ça m'avait beaucoup choquée parce que la première chose qu'on entende, quand on apprend une grossesse, soit, on nous conseille, voilà, un IVG plutôt que, nous souhaiter, nous féliciter ou quoi que ce soit d'autre, ou d'avoir même un discours neutre et ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que, à comprendre parce que quand on parlait tout à l'heure de contre-injonction
à la maternité, c'est pas juste des préjugés sociaux, il y a des Ouais, choses qui très, très concrètes, en fait, qui sont mises en place pour empêcher les femmes, handies d'avoir des enfants. Je rappelle qu'actuellement en France, il y a encore, 500 femmes par an qui sont stérilisées, sans leur consentement éclairé dans les institutions. Qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques, en fait, de contraception forcée. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un contrôle du corps des femmes handicapées, dans les familles, dans les institutions et cetera, ouais. et que donc, avant d'arriver, voilà, ne serait-ce qu'à avoir une grossesse, il y a énormément, énormément de barrières. Mais des barrières, réelles et pas juste des préjugés de, «Je vais être jugée, en fait, si je tombe enceinte». Et je sais pas Mais si comme Nadia, tu peux nous en parler un petit peu plus justement, là-dessus? Ben, moi, j'avais surtout des questions pour Souchina par Mmh. rapport à ça, mais vraiment sur, enfin, je trouve dans le livre, quand tu décris, l'écart entre, le fait que tu ailles, en parcours PMA et qu'une fois que une fois que la grossesse est commencée, on te fait ce genre de suggestions. ouais. C'est incroyable. Ouais, effectivement, mais moi, encore une fois, j'ai reçu plein de témoignages, de femmes handicapées à qui on a immédiatement, proposé des IMG, des interruptions médicales de grossesse, quand elles ont, annoncé leur grossesse et qu'elles ont demandé de l'aide. Ça peut aller très vite et il peut y avoir une pression énorme, hein, qui fait que, bah, on ne choisit plus et bah, effectivement, ça m'est arrivé, je m'y attendais pas parce que tout se passait bien et là, bah, il y a un professionnel de santé que j'étais allée voir pour un suivi et quand il a vérifié mes examens, il a jugé que tout allait bien et après coup, je lui ai annoncé que j'étais enceinte de 4 mois et demi et là, il a dit: «Ça va pas du tout, ça va pas être possible» et dire: «Ça va pas être possible» à une femme enceinte de 4 mois et demi, il n'a pas prononcé les mots IMG, mais moi, je savais très bien ce que ça voulait dire et encore une fois, bah, j'ai eu la chance de pouvoir changer, de médecin et de dire non et de résister, et que, effectivement, j'avais passé, tellement de mois, en PMA et tellement d'années à essayer d'avoir cet enfant que, la perspective de l'IMG n'était pas envisageable pour moi. Mais je sais pas moi, quelques années plus tôt, bah, ça aurait pu, se dérouler comme ça, malheureusement. Mmh. Alors d'ailleurs, Non, Clemzy dans le c'est chat assez nous terrible rappelle. et Mmh, pardon. effectivement, du coup, enfin, en t'entendant, je me dis: «Ouais, ça demande et ça nous demande encore, vraiment d'être dans cette posture de, heu, ouais, d'avoir une certaine, force et une certaine assertivité que malheureusement, bah, justement pour plein de raisons, tout Mmh, le monde n'a pas forcément développé, Bah, surtout quand un médecin te dit que tu vas mourir, bien sûr. Mmh. si jamais tu poursuis ta grossesse, bah, tu y Mmh. réfléchis à 2 fois. c'est Heu, c'est terrible à dire en fait, de t'annoncer en fait, de t'annoncer pas, sachant qu'on j'imagine que quand on a un handicap, comme celui-là, moi je me suis jamais posé la question sur ma surdité. Effectivement, on a un questionnement sur sa santé, voilà qui doit être assez prégnant dans sa vie et qu'en plus avec l'autorité médicale, on arrive en disant: «Tu ne peux pas mener cette grossesse à terme», c'est vraiment terrible. Surtout quand soit on a l'intimité que son corps peut y arriver et que toi tu avais l'intime conviction que ça allait bien se passer en fait. ouais, moi, j'avais cette intime conviction qui était ancrée en moi que j'en étais capable, hein, et j'avais aussi, bah, trouvé des, études scientifiques, bah, en anglais, qui parlaient des grossesses menées dans le cadre de ma maladie et donc ouais, j'étais bien renseignée, donc je savais, que j'avais les Ouais. moyens d'y arriver. Mais effectivement, si tu es pas renseigné, si, tu enfin, Ouais, si tu écoutes le médecin, si tu as confiance dans le médecin, tu peux facilement te laisser convaincre et c'est normal aussi, enfin et c'est normal d'avoir peur pour sa santé et de faire mmh, confiance dans les médecins. mmh, Donc voilà, je dis aucun cas n'est, voilà, c'est jamais la faute de la patiente. C'est Bien toujours sûr. la faute des médecins qui vont pas se renseigner et qui vont pousser directement vers cette alternative-là, quoi. mais c'est là plutôt que, enfin, là où cette personne aurait pu enfin, voilà, te faire part de sa méconnaissance, de choses comme ça, là, elle assène quelque chose qui est absolument pas scientifiquement fondé Mmh. et qui est basé sur ses préjugés plus que, sur la littérature scientifique et c'est là où Heu, c'est assez terrible. Mais voilà, enfin, moi je suis assez convaincue, c'est ce que je fais aussi dans mon travail, enfin qu'il y a un vrai, travail
de déconstruction du validisme à faire auprès des professions, enfin des professionnels de santé et des professionnels de l'éducation, parce que ça a tellement d'impact derrière Évidemment. sur, Mmh. sur nos vies. Dans le chat, il y a aussi donc, Studio Dodu qui nous dit, mais surtout que plus on avance dans la vie, plus on développe des traumatismes handicapants pour le coup et moins on arrive à se soigner parce que Ouais. ce n'est pas pris en compte. Je Mmh. pense notamment aux VSS, donc violences sexistes et sexuelles, au PTSD, donc Au stress post-traumatique stress en français. Mmh mh. post-traumatique, ouais, dû à des violences, médicales et cetera, donc des barrières supplémentaires au projet de parentalité. Effectivement, en fait, mmh, malgré ce qu'on pourrait croire, ce que montre justement la littérature scientifique, c'est que le validisme et notamment le validisme médical a tendance à nous éloigner du soin. Mmh. Alors qu'on pourrait être perçu en tant que personne handicapée comme étant, des personnes très bien soignées, Et c'est heu, faux. très soignées. En Mmh. fait, c'est assez faux et on voit dans la littérature que justement on est très éloigné du soin et notamment du soin, de certaines spécialités et par exemple, en gynéco. Alors Mais j'en oui, profite juste une petite parenthèse, Clemzy dans le chat, en termes de ressources, a mis en avant qu'il y a un essai qui est sorti, voilà, Venir au monde, autonomie, dignité et lutte pour une justice reproductive, qui est un ouvrage collectif dirigé par Johanna Soraya Benhamrouche et Eva Luna Tolance, qui est sorti le 19 septembre 2025 aux éditions Trouble. Voilà, je fais Et un petit qui peu est le truc, exceptionnel. voilà, qui est très, très bien et donc, c'est voilà, c'est aussi important de lire ce genre de choses et de s'éduquer et il y a un mot qu'on n'a pas encore dit, ce soir, enfin je ne crois pas, mais effectivement, dans les réactions, ce qui soit social, les réactions des soignants autour, il y a beaucoup de validisme et ça va effectivement jusqu'à l'eugénisme, en fait. Tout simplement, on parle directement de personnes qui nous enjoignent, voilà, à ne pas poursuivre des grossesses en sachant qu'on est handicapé. Pour moi, c'est clairement de l'eugénisme et ça, c'est quelque chose qui ne se cache presque pas finalement, parce que, on pourrait dire que l'eugénisme actuellement dans notre société, il est quand même assez socialement accepté. Il n'est pas considéré comme acceptable, mais il est accepté en tout cas, on peut le voir à la fois dans les discours politiques, dans les lois, sur, les commentaires des réseaux sociaux. Il y a énormément d'endroits où cet eugénisme transparaît de façon très, très claire. D'ailleurs, on a vu passer et on a modéré un commentaire eugéniste dans le chat ce soir, je l'ai vu ouais. passer. Donc ça pour dire qu'il est là, en fait, tout le temps, c'est très prégnant et c'est important de se rappeler quand on est une personne avec un handicap qui est assez visible, qu'on est confronté à ça et que c'est d'une violence extrême, en fait et je pense que vraiment il faut éduquer, en fait, les gens à cette question, moi je suis vraiment partisane de dire que dès l'école, en fait, on doit parler de validisme et autant qu'on parle, de sexisme et de racisme, on n'en parle déjà pas assez, mais tout ça doit être pris en compte, en fait, les discriminations on doit en parler, à l'école et on doit faire de la sensibilisation, dessus, même si j'aime pas forcément une sensibilisation, mais il y a un vrai travail à faire, pour pas se retrouver avec des gens, qui ont 30 ans et qui osent nous dire, osent dire sur les réseaux, de façon même pas anonyme, «On ne devrait pas avoir d'enfants». Parce que c'est quelque chose c'est des discours que je vois beaucoup, même sur des réseaux sociaux qui sont censés être bienveillants ou je ne sais quoi. C'est des discours qu'on voit passer, normalement. Ouais, puis tu vois, enfin, encore une fois, c'est hallucinant parce que, tu vois, tu as plein de parents, violents que personne va faire chier, tu as Mmh, tu vois, nous, on nous laisse même pas notre chance et d'ailleurs les services sociaux, sont, enfin, prennent beaucoup les enfants de personnes handicapées. Les stats sont assez effarantes et donc ouais, quand on est parent handicapé, on est dans cette peur qu'on nous retire nos enfants. Enfin, moi, en tout cas, je l'étais. Maintenant, ça va mieux, parce que ma fille grandit, donc j'ai moins cette peur, hein. Mais ouais, quand elle était bébé, je pensais vraiment qu'à ça et ouais, effectivement, qu'il y a l'eugénisme, je trouve que ça s'est amplifié avec le covid. mmh, Là, on a vraiment senti que, les vieux, les handicapés, tous ceux qui fonctionnaient moins bien, on pouvait, les laisser de côté mmh, la pensée, elle s'est infiltrée, dans l'esprit des gens et maintenant, en fait, on peut l'exprimer et c'est plus toléré, il me semble, maintenant qu'il y a quelques années, forcément, ça fait peur, quoi.
Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment entre 2, comment dire? Il y a quand même un rapport de force qui s'installe. Il y a à la fois, on le voit très bien là en ce moment, on est dans une période où il y a un pressing incroyable, pour accélérer le passage au Sénat de la loi sur le suicide assisté, heu, qui enfin voilà. Et en même temps, la création, justement pour se mettre un petit peu d'équerre par rapport à toutes les conventions internationales que la France a pu signer, justement sur les droits des personnes, handicapées et notamment donc je pense à la CDPH, de l'ONU, donc la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui réaffirme nos droits sexuels notamment, qui réaffirme notre droit à la parentalité, qui réaffirme, toutes ces choses-là. Et justement avec cette mise en conformité qui passe notamment par, ces créations de SAPPH donc et des CAP parents qu'on voit, un petit peu partout, en France hexagonale, arriver. Et ces CAP parents, moi tous les CAP parents que j'ai rencontrés jusqu'à présent, j'ai trouvé vraiment, des professionnels qui étaient hyper investis et vraiment, très, ouais, vraiment à fond pour que les personnes handies puissent mener leurs projets, à bien et puissent être accompagnées le plus possible, pour avoir des compensations des handicaps ou des compensations, par rapport aux différentes, enfin, soit au niveau matériel, soit au niveau des compétences parentales, avec des super accompagnements. Juste, pour être précise par rapport à ce que proposent, les CAP parents, donc c'est des accompagnements à partir du projet de grossesse et jusqu'aux 18 ans du dernier enfant. Heu et ça peut être vraiment des super ressources et jusqu'à présent, il y a vraiment ce truc où je vois à la fois des professionnels de terrain qui sont hyper investis, Mmh. heu, pour qu'on puisse aller, au bout de nos projets de parentalité, et les vivre, le mieux possible et le plus naturellement possible, j'ai envie de dire. Heu et en même temps, un contexte, national qui nous fait, enfin, il ne faut pas aller, très loin pour voir qu'on n'est pas vraiment les bienvenus, quoi. Et j'ai envie de dire le contexte même, international parce que j'ai une énorme influence bien sûr de ce qui se passe, outre-Atlantique et vraiment si on élargit le débat actuellement, le monde se polarise entre, une amélioration des droits à certains endroits, on lutte, on lâche pas l'affaire, on fait progresser les droits sur certains points parce que quand même, les droits des personnes LGBTQIA+, des personnes, handicapées et cetera, des droits des femmes a pu évoluer à certains endroits du monde, on a fait des progrès et de l'autre, comme ça, il y a des retours en arrière, des backlash qui sont absolument énormes et notamment, il y a un aspect de la politique de Trump que moi je rappelle régulièrement aux gens parce qu'on parle beaucoup de toutes les horreurs qu'il fait, vis-à-vis des personnes trans, des personnes LGBT en général, vis-à-vis des migrants, des immigrés et cetera. Il a une politique absolument atroce, hein, mais aussi envers les personnes handicapées. C'est-à-dire que dès son arrivée, les mots, handicap, inclusion, accessibilité, ont viré du vocabulaire. La page accessibilité du site de la Maison Blanche, elle a viré et toutes les grosses corporations autour, en fait, ont suivi et en fait, être accessible est devenu être un synonyme de être woke et donc d'être hors la loi. Voilà, en l'espace de quelques jours, une personne élue au pouvoir a pu faire baisser, en fait, les conditions de vie, de milliers de personnes comme ça, juste, en claquement de doigts et ça fait extrêmement peur et ça a aussi influencé les discours bien au-delà, du pays. Voilà, tous les discours, en fait, de la panique, de la panique de l'extrême droite et ça, c'est les droits des personnes, handicapées sont vraiment, menacés clairement, et il faut pas oublier que, bah, on parle de nos vies et c'est extrêmement, nos droits sont extrêmement fragiles et ça, c'était vraiment hyper important de le rappeler. C'est chaque fois qu'on a l'impression, qu'on avance en France, on dit: «Ouh, on a obtenu des petites victoires, on a obtenu ça, on a obtenu ça» et cetera mais derrière, on a toujours l'épée de Damoclès il suffit d'une élection et pour perdre les choses, vraiment de façon concrète et voilà, ça c'est hyper important de le rappeler quand on vote.
Ouais. Sur le chat, donc on a Aurélie qui nous dit: «Il y a un décalage entre l'acceptabilité de l'eugénisme théorique et ses déclinaisons pratiques». Studio Dodu qui nous dit: «Mais quand on voit les projets de budget du gouvernement actuel, les mots ne sont pas prononcés, certes, mais les stratégies sont là». Mmh, Sûr. Tout à fait d'accord. complètement. Et qui rajoute: «Et encore, on a des ministres qui emploient régulièrement des termes validistes dans les médias». Effectivement. Tout à Tout à fait. fait, No hein. le dernier ministre, alors je n'ai pas suivi son nom parce qu'il change tout le temps les ministres en ce moment, celui qui a dit qu'il n'était pas sourd et aveugle à tel problème. Oui, Heu, autiste. voilà donc oui, 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 voilà. Mais oui, effectivement, en France, on n'est pas aidés en ce Et moment. on n'est pas préservé non plus, hein, Mmh. de ce qui se passe aux États-Unis, hein, loin de là, hein. Et Et en effet, tu l'as dit, pardon, l'attaque des malades chroniques, des ALD, dans le budget du gouvernement, Tout à le fait. doublement des franchises médicales, bah, ça montre quand même qu'on est dans le collimateur et ça, plus, la loi fin de vie, c'est quand même un très, très mauvais signal et ouais, il y a de quoi être inquiet, ouais. Mmh. Oui, je suis, la super pessimiste. Vas-y Nadia, dis un truc positif là pour compenser parce que Bah, en fait, moi, alors j'ai une curiosité plutôt sur, pour revenir un petit peu en arrière sur justement, de quel soutien tu as bénéficié justement au long de ton parcours? Est-ce que tu pourrais, justement sur ce versant un petit peu plus Positif, réjouissant, parlons du positif, il doit y en avoir. des voir, soutiens, oui, ah, et bah, notamment peut-être, au niveau de ton parcours, PMA, comment, j'imagine qu'il y a quand même, des personnes autour de toi qui ont pu être soutenantes à la fois au niveau pro et perso? alors, bah, moi, il y a des trucs que clairement j'ai dû aller, arracher avec les dents, et à côté de ça, on a quand même eu pas mal de chance parce qu'on est tombé à chaque fois sur des gens qui ont accepté de nous aider, même quand c'était très difficile. Donc je suis tombée sur un obstétricien qui était chouette et qui a tout de suite accepté de suivre le projet. Dans mon parcours PMA, l'hôpital public, refusait de faire ce qu'on appelle une stimulation ovarienne parce qu'ils avaient peur par rapport à mon handicap. Et en fait, moi, je suis allée, frapper à toutes les portes avec mon mari. Je suis allée voir des cliniques privées, je suis allée voir, des gynécologues spécialistes de PMA et en fait, c'est une de ces gynécologues qui a fait un petit peu pression sur l'hôpital public pour qu'ils finissent par accepter. Donc ouais, j'ai quand même, bénéficié d'aide et rencontré, des gens formidables qui nous ont aidés dans notre parcours, même dans les moments les plus difficiles et tant mieux mais c'est vrai, tu vois, qu'à l'époque, de ma grossesse, de mes grossesses, il y avait pas de dispositif comme Cap Parents. Il y avait, l'association Biparentalité, mais qui était déjà un peu en pause avec le Covid. Et donc c'est vrai que d'avoir ces ressources supplémentaires aujourd'hui, ça reste une très bonne nouvelle. Donc il y a des bonnes nouvelles quand même malgré tout, le contexte très morose actuel. Ouais, et je pensais justement, si des personnes, voilà, qui nous regardent aujourd'hui ou en replay, souhaitent avoir plus d'informations, enfin, déjà merci beaucoup pour, tous les enfin, je trouve que tu es très pédagogue dans ton livre et dans à la fois, enfin, une écriture très fluide et très agréable et en même temps très pédagogue sur les différentes, étapes de ton parcours. Et notamment sur la PMA. Et pour les personnes qui voudraient, aller un petit peu plus loin juste sur cette partie-là, il y a également un livre qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle, Chère dame nature, la pute, de Anne-Laure Bortolotti. C'est un vocabulaire, spécifique à la communauté des PMS, et donc il y a énormément d'explications justement sur la culture PMA, dans cet autre, Alors, on va essayer de mettre le lien peut-être dans le chat. Ah oui, super, ouais, parfait. Le lien a été mis parce qu'effectivement, je vois que merci des fois, Céline. les sous-titres automatiques, parfois, pour les noms propres, les trucs comme ça, ils mettent des trucs un peu aléatoires. Donc, Oui. donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, effectivement, on a parlé donc de
de l'avant-projet, on a parlé de la grossesse en elle-même et pour la partie, on va dire, pour la suite un petit peu de devenir parent, une fois, voilà, une fois que la grossesse est terminée. On en parlait tout à l'heure, mais je veux revenir là-dessus parce que c'est vraiment hyper important. J'ai lu dans ton livre et je l'avais déjà entendu, mais je n'arrive pas à mettre la main sur la source, mais je vraiment, je crois sur parole. Il y a un petit passage de ton livre qui dit, «1/3 des enfants de parents handicapés sont retirés de leur famille». Et Ouais, j'ai entendu ça également aussi, qu'il y avait une très, très forte prégnance dans les enfants qui sont placés, en fait, parce qu'ils ont des enfants de parents handis, tout simplement parce que les services sociaux sont très à l'affût, en fait, de ouais, ce qui se passe après la naissance et au moindre soupçon de, l'impression de ne pas s'en sortir tout seul et cetera, ils vont, voilà, placer éventuellement chercher à placer les enfants. Donc ouais. ça, tu disais que tu avais pas mal été surveillée, tu as l'impression qu'ils étaient un petit peu à l'affût, tu disais tout à l'heure, du Ouais, moindre problème, quoi. quand même, alors c'est un chiffre que moi j'avais trouvé dans un article de presse, que je peux retrouver, que je peux joindre et j'étais tombée là-dessus et ça m'avait, tellement choquée Mmh. que j'avais gardé la source et effectivement, je l'ai trouvé que dans cet article-là. Donc voilà, peut-être que c'est 30 à mettre, voilà, mettre enfin, je suis pas certaine du chiffre, mais en tout cas, je l'ai lu et j'ai gardé la source, donc je pourrais la joindre, si vous voulez après le Ah. switch. Avec plaisir. Parce que Heu, c'est vraiment c'est une info que j'ai envie de creuser, pas seulement pour la certitude de est-ce que c'est 28, est-ce que c'est 31, c'est vraiment pour le truc de j'ai envie de creuser, en fait, un peu l'affaire parce que moi aussi, en fait, c'est un chiffre qui me choque et je me dis qu'il y aurait vraiment de quoi aller travailler d'un point de vue militant, tu vois? ouais, D'aller travailler cette question-là, de dire, en fait, on est présumé, incapable, en fait, finalement et la société, va venir, voilà, chercher à prouver finalement que nous sommes incompétents en tant que parents et ça, je trouve ça, mmh, tellement, voilà, c'est tellement, discriminant que c'est voilà, je ne l'ai jamais entendu ou vu ailleurs, enfin, je l'avais entendu mais pas vu réellement. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je pense qui serait hyper intéressant de creuser, quoi. Parce que, ouais il y a et beaucoup d'articles qui sont sortis récemment sur les scandales, des enfants placés, sur, les conditions, de ces services et cetera et là, voilà, ça rajoute en plus une couche, en fait, là-dessus qui a pas du tout été évoquée récemment dans tout ce qui est sorti sur ces services-là, sur le placement, de l'aide à l'enfance et cetera. je pense que, déjà, bah, les personnes qui sont, en institution, heu, alors comme tu disais, souvent elles sont sous contraceptif. Souvent, c'est même une des conditions imposées, aux personnes et à leurs familles pour accepter, une personne handicapée dans une institution. Elle est là, mais il faut qu'elle ait un contraceptif. Mmh, Mais, quand, les personnes, beh, tombent enceintes, heu, à partir du moment où elles sont en institution, moi, je suppose que l'enfant est pris tout de suite, par les services sociaux et j'en parlais avec une personne qui travaillait dans ce milieu, beh, peut-être avec Laetitia Rebord. mmh, Et en fait, Laetitia, je pense que c'était elle, elle me disait: «Beh, effectivement, les personnes savent que, si jamais elles veulent avoir un enfant, cet enfant ne peut pas vivre avec elles en institution et que, très certainement, il leur sera pris et donc c'est un frein à la grossesse». Et puis après, tu as toutes les personnes en situation de handicap mental, où, bah, les services sociaux vont pas tortiller, il y a ce diagnostic-là, je pense qu'ils prennent l'enfant. mmh, Et après pour le handicap physique, à mon avis, ça varie. Mais ouais, nous, on a vu que quand même, on était suivis de près mmh, et de plus près, que des personnes valides. Et j'ai cette anecdote où, donc ma petite, elle est née, prématurée, et la néonate n'était pas accessible. C'était très compliqué, et donc j'ai réussi, à un moment à demander à ce qu'elle rentre avec nous, suivie par la HAD. Et en fait, dès le 1er jour, elle a pris ses biberons. En gros, il y avait pas trop besoin de ce suivi HAD. Puis c'est poursuivi pendant 15 jours, hein, et on m'a conseillé d'appeler le service, PMI, le plus proche.
pour m'aider à m'occuper de ma fille et donc je les ai appelés et bah, ils étaient totalement désintéressés de ce que je leur racontais, quoi. Jusqu'au moment où je leur ai dit: «Beh, moi, je suis handicapée» et là, changement d'attitude et alors qu'ils se foutaient totalement de ce que je leur racontais, précédemment, là, la dame au téléphone, elle a dit: «Ah, mais on va venir vous voir. On va venir vous voir, on va vous montrer, comment donner le bain à votre bébé». Et ma gamine, elle avait 1 mois, quoi. On l'avait baignée, 30 fois, quoi, ça va. Et là, moi, bah, moi, j'ai eu un peu peur. J'ai dit: «Oh papa, bien, ça va, en fait, on va se débrouiller, merci beaucoup, au revoir» et j'ai raccroché, quoi. Et Je c'est son comprends. petit truc, tu vois? Mmh. Tu mets le doigt dans un engrenage Mmh. et tu sens que si tu laisses, ce personnel-là, venir, bah, il risque de chipoter et de pas te laisser tranquille, quoi. Heu, donc c'est compliqué et encore une Mmh. fois, sachant que je suis blanche et que je suis prof, quoi. Donc Mmh. je suis d'un milieu privilégié et donc les autres, doivent être encore plus surveillés, quoi. Et je pense Ouais, effectivement que ce serait intéressant de faire une sorte de sondage en fait auprès des parents en dit, savoir combien d'entre vous en fait ont été surveillés de près par Ouais, les services sociaux, voilà, dans les mois, années qui ont suivi la naissance de votre enfant. Et d'ailleurs dans le chat quelqu'un du studio de Dodi qui nous dit: «J'avais lu dernièrement qu'il y avait de plus en plus de surveillance des familles handi en conséquence du Covid pédiatrique également, c'est terrifiant». Alors je ne sais j'en ai pas entendu parler, mais je non. veux bien croire. En tout cas, c'est, effectivement, il y a une sursurveillance, en fait, qui vient s'ajouter ouais, et puis qui sous vient couvert de complexifier, quoi. bienveillance, quoi. Mmh. À chaque fois, les gens, c'est sous couvert de bienveillance et du coup, là aussi, tu peux pas te permettre de les envoyer chier, trop fort, quoi. Mmh. Il faut, tu vois: «Ah mais non, je vous remercie», tu vois? Il faut doser, il faut être, aimable et poli parce que tu sais que sinon ça peut se retourner contre toi. Ouais. Mmh. Et ça faisait partie justement aussi du travail que faisait, l'association Handiparentalité. Cette question du recensement dont tu parlais, Béatrice, Mmh. et notamment dans mon souvenir, il y avait quand même beaucoup comment dire? De questionnements et parmi les parents qui se sentaient, très vulnérables justement par rapport aux services sociaux. Il y avait, les parents, avec des déficiences visuelles, les parents aveugles et les parents autistes et où justement, enfin sur cette question de performance des compétences parentales, en fait, de devoir, Ouais, montrer, ostensiblement, que les personnes, possédaient, telle et telle compétence parentale, des choses auxquelles, encore une fois, on soumettrait jamais, des personnes valides, Mmh. sauf, mais sauf situation extrême. ouais et en fait, on est dans, la démonstration constante et tu vois, on s'autorise pas, par exemple, parce que, notre enfant porte un habit taché ou abîmé. Mmh. C'est pas possible. On vérifie ses ongles, on vérifie que tout est nickel, hein, pour qu'à aucun moment on ne puisse mettre en doute, nos compétences en tant que parents et donc des trucs dont, les personnes valides se foutent totalement. Mmh. Nous, on va y faire très, très attention, parce qu'on sait qu'on est surveillé, on est traqué. Bah, moi quand même, quand ma petite était à la crèche, on m'a demandé: «Et votre fille, elle a des jouets?» Mmh. Je dis: «Bah, non, elle joue pas avec des bouts de bâton, quoi. Ouais, elle a des jouets, et puis pareil, si la petite, elle est enrhumée, si ça fait, 2 jours, qu'elle mange vert, tout de suite des gens, dire: «Faut voir le médecin, faut faire ci, faut faire ça». Et donc on sent que, si on suit pas à la lettre, tous les protocoles et même si on les suit à la lettre d'ailleurs, hein, on va être jugé, on va chercher, Mmh. on va nous chercher des pouces sur la tête, quoi. Mmh. Ouais. Et c'est là où justement, enfin, on peut, enfin, tu vois, quand je t'entends, j'entends qu'il y a vraiment des processus qui sont très proches, justement de parents, enfin de personnes dont on n'attend pas la parentalité ou dont on juge, enfin le «on» c'est la société, validiste, raciste, LGBT-phobe, attend une certaine, performance, Ouais, et du coup, ça a pour conséquence ce qui a été abordé au tout début de ce live, par l'une des personnes dans le chat, ça il y a vraiment ce truc où comme nous, on porte fort cette responsabilité
et on porte une attention très particulière justement à performer, une parentalité, plus que parfaite. Parfois, il peut y avoir des glissements malheureusement, justement sur les enfants qui prennent aussi cette responsabilité, Mmh. de, comment dire? Oui, de performance. Ouais, qui devait être parfait, quoi. Ouais, et qui Ouais, peut et ça peut glisser parfois et parfois pour d'autres raisons aussi. Il y a cette question qui se pose régulièrement, hem, de, heu, de l'enfant qui devient, aidant Mmh. au fur et ouais, à mesure aussi et ça pose beaucoup de questions. mais ouais Ouais, et ça mais ça, c'est aussi souvent les valides qui projettent, je trouve, parce que, tu vois, ma ça petite dépend fille des situations, ça dépend des ouais, situations. Mmh. Tu vois, d'accord. par exemple, là, moi, ce week-end, j'étais au salon Amour et handicap, à Hyères. C'est un salon qui a lieu, tous les 2 ans, sur les questions de santé sexuelle et de handicap et notamment, sur la parentalité et il y avait, notamment des interventions de personnes sourdes, qui disaient en fait, c'était pas eux qui parentifiaient, leur enfant et qui leur donnaient cette charge, mais c'était plutôt l'environnement et notamment l'environnement médical Mmh, qui attendait que, de la part des enfants, qu'ils traduisent, par exemple, et que les enfants interviennent dans, des d'accord. consultations médicales, Mmh. dans ce rôle d'intermédiaire entre les parents et les professionnels de santé. Là où, encore une fois, c'est le Ouais, rôle c'est leur rôle. de l'hôpital, ou du professionnel de santé de s'assurer qu'il va pouvoir y avoir, une traduction faite par un adulte, tiers et à aucun moment c'est à un enfant de jouer ce rôle-là. Mais c'est encore une fois, on est sur un problème d'accessibilité et qui Ouais, et du coup, le manque d'accessibilité à certains endroits, peut faire reposer une certaine charge, sur des enfants. Mais là encore, c'est pas la question de la responsabilité des parents, mais de la responsabilité de la société qui, Mmh. manque à ses devoirs d'accessibilisation. Tout à fait. et D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, enfin de voir, d'entendre des histoires comme ça où on me dit en fait, moi c'est pas que mon enfant veut devenir mon aidant, c'est que c'est les gens autour de moi qui disent: «Alors tu vas bien aider ça ta maman, vu qu'elle elle peut pas faire ci et ça?» et cetera. Mmh. Donc voilà, il y a un truc, on parentifie les enfants et j'ai juste revenir un petit peu en arrière sur l'histoire justement de soupçons, et donner une petite ressource, jeunesse parce qu'en fait, les Dévalideuses organisent un prix littéraire jeunesse qui s'appelle Les Petites Cuillères et en fait, l'année dernière, donc dans l'édition 2025, dans les présélections, on avait un livre qui s'appelle Un simple soupçon de Sandrine Beau et en gros, c'est l'histoire d'un enfant, d'un jeune qui vit en Angleterre, dans une famille heureuse avec ses frères et sœurs et cetera. Donc Jacob est un enfant, qui est, rond, voire obèse, ses parents aussi, ses sœurs aussi, sauf une de ses sœurs qui est très fluette et en fait, ça alerte les services sociaux et en fait, ils subissent, toute une surveillance hyper drastique. Ils doivent y aller vivre dans un endroit où il y a un frigo qui est fermé à certaines heures et tout et en fait, durant toute la lecture, parce que moi j'avais lu le livre en tant que comité de lecture et en fait, on dirait, une dystopie, cette histoire de surveillance par les services sociaux du poids de la famille et cetera. Donc le soupçon, voilà, autour de tout ça et en fait, non, c'est inspiré de faits réels qui se sont passés en Angleterre, avec le scandale des enfants volés depuis 1989. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a ce très chouette livre qui a été écrit qui s'appelle Un simple soupçon et qui aborde, voilà, ce sujet, sous un angle un petit peu, jeunesse. Et en tout cas, oui, effectivement, il y a le soupçon, de la société, va aussi aller peser sur les enfants, sur, comment ils le vivent, d'avoir un parent handi et cetera ouais, et ça, j'imagine que ça doit être aussi, ça doit être lourd. Enfin, moi, je sais que des fois, il y a des, dans l'école de mon fils, il y a à la fois des enfants handis et il y a aussi des parents handis et je me dis, des fois, qu'est-ce qui se dit dans la cour d'école? J'espère que les enfants sont pas méchants et tout. J'essaie d'éduquer mon fils à ça, qu'il puisse répondre s'il entend quelque chose mais c'est vrai que ça doit être dur aussi, parfois parce que, bah, l malheureusement, notre société, elle est imprégnée de validisme et il faut aussi armer nos enfants pour ça, quoi. ouais, ça c'est compliqué, et ça vient quand même beaucoup des adultes, les adultes, ils vont tout de suite dramatiser. Enfin, moi, je vois, quand ma fille, parle, de mon handicap, bah, forcément, c'est très naturel.
c'est notre quotidien et c'est pas triste et c'est pas grave, mais les adultes, vont souvent, trouver ça inquiétant. Mmh. Il suffit que ma fille, dise à un adulte: «Bah, là, la voiture, elle est mal garée, ma maman, elle peut pas passer sur le trottoir». Les adultes vont dire: «Oui, votre fille, elle est très angoissée par votre handicap». Bah, non, elle fait une remarque sur l'accessibilité, c'est son quotidien, quoi. Mmh. Hem et en fait, ce qui n'est pas un problème pour nous à la maison, le devient très vite dans la société. Mmh. Hem et avec les enfants, alors ouais, effectivement, tu vois, ça arrive que, j'aille chercher ma gamine à l'école et là, je me retrouve entourée par, 15 gamins qui ont tous des questions sur le handicap, et sur le fauteuil et bah, selon mon état de fatigue, je le vis plus ou moins bien, mais tu vois, ce sont des enfants. Donc c'est vrai que souvent, bah, avec, la petite, on est pédagogue, on explique, machin et tout, mais quand ça vient d'adultes, bah, c'est forcément plus difficile à encaisser Mmh. et en fait, c'est le truc un peu, déprimant. Tu as l'impression que finalement, ça ne s'arrêtera jamais et que, jamais tu auras la paix, quoi, juste être bien, tel que tu es, avec ta famille et ton enfant, qu'il y a toujours des gens qui vont aller chercher la petite bête, au sujet du handicap, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, ça me rappelle un moment avec, la classe de mon fils parce que, bah, j'avais du temps pour accompagner la classe à l'école et je crois qu'ils avaient 5 ans à l'époque et il y a un petit copain à qui je tenais la main et tout et qui me demande: «Qu'est-ce que je fais dans la vie?» Alors comment expliquer à un enfant de 5 ans? Donc j'essaie d'expliquer plus ou moins que, bah, que je travaille avec des personnes handicapées et que c'est cool et là il fait: «Ah ouais? Les personnes handicapées, ça fait peur?» J'étais là genre: «Bah non, bah regarde, moi je suis handicapé». Je commence à lui montrer mon appareil auditif et tout et en fait, il était complètement surpris parce que je pense qu'effectivement, on lui avait, vendu un petit peu le cliché de, Ouais, le handicap, ça fait peur, c'est forcément quelque chose et en fait, ça, c'est un truc que des fois j'ai envie de dire aux parents, c'est que quand votre enfant vous interroge ou vous pose une question sur une personne handicapée qui passe dans la rue, au lieu de faire: «Non, non, non, genre ne dis c'est ça. rien, détourne le regard», non, mais juste explique-lui normalement en fait, parce que finalement de montrer qu'il faut pas en parler, d'avoir peur de Mmh. couper sa question, de peur d'être, maladroit ou d'être intrusif, en fait, juste on lui fait comprendre qu'il faut pas en parler, que c'est tabou, que c'est bizarre ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, des fois, il suffit juste de dire, bah, en fait, voilà, c'est Bah, une la personne qui est personne, handicapée, une personne de petite et ça taille, marche. Bah, si, oui, oui, bien sûr et tu vois et les enfants, tu vois, alors c'est pratique parce qu'ils véhiculent des clichés, mais ils le font de manière franche et honnête et donc une fois, tu vois, j'allais chercher ma gamine au centre aéré et là, il y a un petit qui lui fait: «Oh là là, mais ta mère, elle est en fauteuil, elle est vieille!» Tu vois? Parce que, personne âgée, personne en fauteuil roulant. Et donc moi, bah, tu vois, du coup, j'avais rigolé, j'avais dit: «Mais non, je suis pas vieille, il y a des gens jeunes qui sont aussi en fauteuil roulant», tu vois? Mais en même temps, c'est pas mal, ça permet tout de suite, tu vois, de casser les idées reçues, alors que les adultes, ouais, effectivement, il y a cette culture du non-dit, qui parfois fait plus de mal que de bien, quoi. mmh et complètement. Il y a dans le chat, on dit, totalement vrai, mais encore faudrait-il que les parents soient un minimum éduqués au sujet du handicap. Et une Ouais, personne qui répond juste dire: «Bah oui, cette personne a un handicap effectivement» et parfois, en fait, c'est juste simple de nommer les choses, de dire: «Oui, cette personne est en fauteuil roulant, bah, elle vit sa vie, ou cette personne est de petite taille ou bah, voilà, cette personne est grosse». Il y a pas besoin de la ouais fixer, il y a pas besoin de voilà, elle vit sa vie et et c'est et bien c'est ça, aussi, en fait. et tu vois, ma gamine aussi, hein, ma gamine quand elle voit une personne en fauteuil, elle dit: «Ouais, une personne en fauteuil comme toi» et moi je suis là: «Bah ouais, tu vois, on est plusieurs». Hein, on est plusieurs, on est beaucoup, il y en a d'autres, avec plein de fauteuils différents et tu vois, j'ai pas dit: «Ah chut, chut, tais-toi, tais-toi», Mmh. même si, effectivement, c'est pas forcément facile à assumer quand tu es parent, Mmh. mais je pense que c'est toujours mieux, ouais, de parler, et d'expliquer, quoi. Mmh. Tout à Mais fait. je sais pas comment ça a été pour vous, mais pour moi, je regrette presque de pas avoir, heu de pas avoir sauté sur l'occasion ou en tout cas que l'école ait pas accepté ma requête, d'avoir un temps d'explication, avec les enfants, avec, dans les classes, Mmh. qui aurait pu, permettre d'avoir, voilà, un temps d'explication, même 10 minutes, un quart d'heure, pas forcément long, mais pour aborder le sujet plutôt que en fait, soit moi, soit, pire, les enfants, hem et à répondre, À ces questions-là Ouais, toute l'année, ouais. Mmh. 5 5 fois, 5 fois, 30 fois, à ouais, à tous les gamins, du coup, enfin, je me dis: «Waouh, ils ont passé, Mmh.
150 fois 10 minutes, à expliquer ce qui m'était arrivé, quoi. Je me dis: «Mais quelle horreur!» C'est un vrai travail, en fait. Il faut un Et travail là de où, pédagogie, en fait, finalement, les enfants, à un moment ouais, donné, ouais, que je le veuille ou non, en fait. Et enfin, qu'on le veuille ou non, et je pense qu'on peut pas, les complètement les protéger de ça. Heu et je me dis oui, peut-être, enfin, je sais pas comment ça a été pour vous et comment ça a été pour toi en particulier, Sushina. Est-ce que, justement, tu as eu, des opportunités de ce type-là pour, justement, t'emparer de ces moments, heu, pour, Hem, voilà, avoir un temps, pédagogique qui permette, un délestage? ouais, non, moi, j'ai pas demandé, j'ai pas osé et j'ai cette crainte de, pas savoir faire Mmh. avec, des classes de petits, tu vois? De pas utiliser les mots justes et alors que c'est vrai qu'au final, je le fais tout le temps à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais tu vois, quand je vais chercher ma petite à l'école, bah, j'ai fait ce travail-là. Donc c'est vrai, Bien pourquoi sûr. ne pas le mettre à contribution, Ouais. avec la classe entière, à dire: «Beh, voilà, c'est comme ça», je sais pas. Tu Mmh. vois, je me dis: «Il faudrait peut-être chercher des ressources, des bouquins», tu vois, des appuis. Ouais. C'est peut-être ça qui manque aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Enfin, tu vois, là, je réfléchis en même temps qu'on parle, tu vois? Mais je me dis effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est un travail, en fait, et Mmh. encore une fois, ça nous revient à nous de faire un travail, pédagogique, Mmh. Ouais, heu, et encore une charge mentale supplémentaire, et une quoi. ouais, c'est ça, une charge mentale supplémentaire, parce que les personnes, font pas le travail, par elles-mêmes, quoi. Mmh. Et du coup, je pense que c'est peut-être important de rappeler, par exemple, quand on est valide et qu'on croise des parents handi, bah, voilà, de pas en faire une affaire particulière, d'expliquer les Ouais, choses simplement à vos enfants s'ils vous posent des questions et de surtout pas faire de diagnostics qui misérabilisent immédiatement de style: «Oh là là, les pauvres quand même, ça doit être dur» ou ouais, ça, c'est des trucs, qu'on entend régulièrement, hein, autour de nous. ouais, Je parle pas forcément, pour moi, mais des gens que j'entends dire d'autres personnes dans la rue ou quoi que ce soit, le: «Oh là là, ça doit être dur» ou tous les discours en ouais, fait, voilà, misérabilistes et ça, c'est quelque chose qu'il faut enlever en fait du langage à un moment donné complètement. Ne préjugez pas que la vie d'une personne est misérable parce que vous ne connaissez pas le handicap en fait et ouais, finalement de la méconnaissance du handicap, arrive plein de comment dire? On s'imagine un peu des choses comme ça et des c'est vrai que, il y a beaucoup d'éducation à faire effectivement au niveau du validisme d'une manière générale. Ouais. Ceci dit, l'heure est en Est-ce train de tourner, il est déjà 8h30 et mine de rien, ça fait, une bonne heure et demie qu'on est en train de parler et je pense que c'est important aussi pour nous de respecter le creep time et donc de ne pas, faire traîner trop dans la soirée cette discussion et du coup, j'aimerais vous proposer, de le mot de la fin, que chacune à tour de rôle, on dise un petit truc, que ce soit de la discussion en entière, quelque chose qu'on a envie de rappeler, une ressource, quelque chose. Alors, Soussina, tu peux tout à fait parler de ton de ton livre ou d'un prochain projet ou quoi que ce soit. Je vous laisse, le mot de la fin. Nadia ou Soussina en premier, comme vous voulez. Vas-y, Sushi. Ouais, alors, tu vois, mon bouquin, je pense qu'on en a pas mal parlé déjà. Non, mais voilà, j'ai envie de dire que j'espère que, cette société va permettre, aux personnes qui le veulent d'avoir des enfants et aux personnes qui n'en veulent pas de continuer à ne pas en avoir. C'est tellement important. Et ouais, encore une fois, je voulais encourager, toutes les femmes handicapées qui ont envie et qui peut-être n'osent pas se lancer, allez-y, c'est dur, mais c'est trop bien. Si vous avez envie, lancez-vous et puis, ouais, demandez l'aide de vos pairs aussi, c'est important. Mmh. On est là aussi pour parler ensemble, quoi. Et l'aide de vos pairs, Et PAIRES et pas de vos pères qui souvent, pardon, ne Oui, vont pas très aidants. tout Je à fait, parle des merci. traductions automatiques de Google Meet. Merci d'avoir, corrigé ça, ouais. Et on nous suggère un livre sur élever des enfants en étant handi. Ouais, ça Bien, serait ça serait pas mal, même s'il nous bien. faudrait vraiment plusieurs livres parce qu'on a tous, Et on rencontre tous des j'ai difficultés différentes. Nadia, un j'ai un petit mot de la j'ai un fin? atelier jeunesse sur le sujet qui va sortir aussi. Autopromo, désolée. non, mais trop bien. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, grave. En fait, c'est un projet, qu'on a avec Jeanne Sélène,
et Audrey Reichou qui est une illustratrice. En fait, l'idée, c'était de parler d'une maman handicapée et de sa fille. Pour l'écrire, moi, j'ai vraiment utilisé des phrases que ma fille a prononcées. Donc voilà, c'est mignon j'espère que ça parle de manière naturelle du handicap, quoi. Bah, super bien. Bah, écoute, on en parlera sur le compte de Dévalideuse dès qu'il sortira. Ouais. On a hâte de voir ça. Et peut-être qu'aussi on l'étudiera pour le prix littéraire, les petites cuillères. On pourra te On a hâte réinviter. d'avoir. Ouais. Et ouais, de mon côté, ce que je voudrais dire, enfin, en t'écoutant et en te lisant, Sushina, je vois à quel point, le fait de connaître ses droits est quelque chose de fondamental et notamment de connaître ses droits sexuels. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse continuer à, tout on va dire à travailler là-dessus et à faire en sorte que, les droits sexuels soient le plus accessibles possible et qu'on puisse les transmettre le plus possible. Et notamment, justement par rapport à des représentations, authentiques, telles que celles que tu as proposées. Je pense aussi au travail de Charlotte Puiseux, dans son livre, De chair et de fer. Voilà, toutes ces représentations, elles sont vraiment tellement importantes et donc voilà, merci beaucoup encore une fois de contribuer à la culture crêpe. Tout à fait et puis, n'oubliez pas aussi, petit mot de la fin pour moi, c'est que moi j'ai un handicap qui a été considéré, on va dire, comme handicap léger ou handicap invisible, encore une fois avec des guillemets, toute ma vie donc je me suis toujours sentie un petit peu illégitime sur les questions de handicap, comme si moi c'était moins important. Mais en tant que maman handi, j'ai aussi rencontré des problématiques, j'ai aussi rencontré des médecins maltraitants. J'ai rencontré des discours validistes, j'ai eu beaucoup aussi d'auto, de culpabilisation sur plein de points et cetera et donc on rencontre tous, quel que soit notre type, de handicap, des barrières, des difficultés, mais aussi, voilà, on peut avoir aussi d'avoir des soutiens insoupçonnés et c'est important de prendre en compte, en fait, toute la multiplicité des cas qu'on peut avoir et aussi d'accepter, que tout type de personnes, puissent être parents et que c'est un droit, voilà, qu'on devrait tous, avoir ou ne pas exercer, enfin exercer ou pas, voilà et ça, c'est hyper important, dans le monde politique qui est en train de se former, de rappeler, voilà, qu'on a tous et toutes, voilà, le droit de disposer de nos corps et de faire famille de la manière, dont on le souhaite et voilà, je pense qu'on va clore là-dessus. Je ne sais pas, c'était un petit peu Et merci si je pars beaucoup dans à tous les toutes les sens. personnes qui étaient avec nous, qui étaient avec nous, ce soir dans le chat. Je vois qu'il y avait des sages-femmes avec nous, entre Super. autres et voilà, il y a plein de remerciements qui arrivent, mais vraiment merci à vous et pour Mmh. toutes les questions qui étaient vraiment, super pertinentes et intéressantes. Et encore, du coup, merci Sophia d'être venue ce soir et aussi merci à Merci. Clemzy qui était dans le chat toute la soirée, que je n'arrivais pas à faire à la fois la discussion et le chat et donc on avait, Clemzy qui s'occupe de la chaîne Twitch habituellement, qui était avec nous Mmh. pour nous aider à gérer ce live et j'espère que je vais réussir à lancer le générique final correctement parce que techniquement, je ne suis pas au point. Mais en tout cas, merci à tout le monde de nous avoir suivis et vous pourrez retrouver, voilà, le replay de cette, soirée dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup à Merci, bonne tous soirée. et bonne Très bonne soirée. soirée.